Bonjour à tous, nouvelle vidéo promise depuis un petit moment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu 2-3 nouvelles de ce cadre, je pense. Enfin bref, c'est la vidéo qui fait suite à la peinture du cadre d'un Giant Terrago, cadre en alu. La fourche, c'est pas du tout une Giant, c'est une... j'ai oublié la marque, je vous mettrai de toute façon toutes les références avec des liens affiliés. Et oui, car je peux. De tous les composants. Donc je vais faire des petits commentaires par-ci par-là sur le montage du vélo, mais il n'y aura rien de très sorcier. De toute façon, vous avez déjà vu ça dans, je sais plus, c'était le Giant, mais doré que j'avais fait. Vous avez tout en direct, commenté en direct. Donc voilà, on insère les cuvettes de direction. Si ça vous intéresse de savoir quels outils vous pouvez prendre sur AliExpress, lesquels sont bons, lesquels sont mauvais, lesquels acheter tout simplement, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une vidéo je pense revue de tout ce que j'ai acheté dessus, ce qui est bien, ce qui l'est beaucoup moins, et puis je vous ferai ça. Donc voilà, on installe les roulements. Là j'avais regardé à l'avance, il n'y avait pas besoin de couper la fourche. Donc c'est un vélo de route qui va sur les chemins, disons. C'est-à-dire qu'on a un cadre VTT, des roues de route en 700, les Mavic Cosmic, donc du 28 pouces, c'est là-dessus qu'on est sur du route, et puis complètement rigide, il n'y a pas de suspension, donc voilà. On met, alors je sais plus comment ça s'appelle, le bac fendu, mais il y a plusieurs bacs fendus, il y en a une en bas, la douille de direction aussi, donc je sais pas, moi je l'appelle bac d'expansion, parce que c'est elle qui permet de compresser enfin de maintenir en place la fourche dans le jeu de direction. Donc voilà, on met les entretoises nécessaires. C'est normal que ce soit un peu plus haut parce que le but c'est de faire des longues distances dessus. Le client est incroyablement courageux et sportif. Il avait un single speed et il se tapait des 170 km avec son single speed. Donc autant vous dire que là-dessus, il va passer les 200 km sans problème dans la journée. Mais voilà, il fallait quand même un peu de confort, donc il fallait pas non plus une position trop basse, trop sportive quoi. Il compte faire des voyages avec, mais voilà, il veut que ça roule quoi. Donc voilà, on remet bien les entretoises dans l'ordre, on les ajuste. On met la potence. Là, j'ai juste inversé 2-3 entretoises pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, on les met bien. Je suis désolé pour le cadrage, je suis pas bien équipé en vidéo. J'ai une DJI Osmo Action 3 qui à la base me sert à filmer mes sorties vélo. mais elle est pas faite pour du statique en fait. Elle a pas de système de refroidissement, je pense. Le système de refroidissement, il se fait avec le déplacement d'air quand on fait du vélo. Et puis j'ai pas de trépied, je fais ça à l'arrache, donc je fais comme je peux, j'en suis désolé. Si quelqu'un veut m'offrir une caméra, il est le bienvenu, vous me contactez par mail. Et voilà, bref. On serre le jeu de direction, donc vous avez le capot, la vis qui vient se mettre dans l'étoile insérée dans la fourche. Voilà, on essaie de mettre ça un peu droit, mais c'est pas dramatique. Si ça l'est pas, on va serrer après de toute manière la potence, on vérifie que ça tourne librement. Et en fait, vous serrez jusqu'à ce qu'il y ait une petite résistance. Quand vous sentez une petite résistance, vous desserrez un petit peu pour perdre cette résistance. Et voilà, le bon test, c'est vous essayez de tourner les entretoises. Si elles ne tournent pas, c'est qu'on est bon. Donc voilà, là vous ne le voyez pas, mais je mets le petit capuchon là qui cache la vis. Et enfin, qui la protège même de l'humidité. On dévisse les vis de la potence pour pouvoir mettre le cintre. Alors vous pouvez tout desserrer. Là bon, j'avais mis la graisse à l'avance. J'avais pas envie. En fait, quand vous filmez, vous avez
c'est vous, votre point de vue qui est le plus adapté en termes de placement pour monter le vélo. Sinon, on se met sur le côté. Et là, c'était un peu chiant de devoir tenir toutes les vis à la main, mettre le truc dessus, etc. Bref, il aurait fallu que j'ai un pied de caméra qui s'adapte mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. On n'oublie pas de mettre un peu de gras sur les... Je sais même pas comment ça s'appelle, si vous avez le mot. Les petits bitogneux là où on insère les patins de frein. Les étriers de frein, pardon. Vous avez là, toujours pareil le petit kiki là, qui est sur l'étrier de frein. Vous avez 3 trous au niveau du support d'étrier. Vous mettez celui du milieu, dans celui du milieu. Si vous voyez que c'est trop tendu, vous mettez dans celui du bas. Et si ça l'est pas assez, ou à un moment, s'ils sont usés, vous mettez sur celui du haut. En gros, ça augmente la tension ou ça diminue la tension sur le ressort. Voilà, on serre bien, mais pas non plus comme un idiot. Et là, j'ai un peu de marge, donc ça va. Vous allez voir, là, je vais bientôt avoir fini. Ça paraît dur, mais c'est parce que juste il y a du frein filé dessus. Voilà, on fait le second. C'est en me voyant faire que je me dis j'aurais dû prendre ma clé à cliquer, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, on serre, mais pas non plus exagérément. Le pédalier, boîtier de pédalier, et ainsi que les roues, vous n'allez pas voir le montage, tout simplement parce qu'il y a eu des modifications entre ceux que vous voyez là et le montage final. J'ai changé quelques pièces. Donc c'est normal, voilà, que vous ne le voyez pas. On met le dérailleur arrière, pareil, on serre, mais pas non plus comme un bourrin, hein. Faut pas péter le filetage. Vous faites gaffe, sur la patte de dérailleur, il y a un petit ergot sur lequel se repose le dérailleur. Quand vous vissez, levez votre dérailleur histoire de pas, avec la patte, que la patte se mette sur le petit ergot de la patte de dérailleur. Enfin, bref, si vous devez monter un dérailleur, vous saurez de quoi je parle. On peut ensuite installer les cocottes. En fait, quand vous avez fait fourche, l'avant, fourche, jeu de direction, potence, et ensuite boîtier de pédalier, vous avez quasiment fait le plus dur, hein, c'est vraiment pas sorcier. Ensuite, ce qui va faire que le vélo est bien monté ou pas, c'est comment vous avez serré, comment vous avez aligné les choses, mais bon, voilà. Si c'est mal fait, vous desserrez, vous réajustez, etc. Il n'y a pas de... il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, donc j'essaie d'aligner à peu près les cocottes, même si je le referai à la fin quand le vélo sera sur ses roues posées au sol, juste avant de mettre la guidoline. Je crois pas que je l'ai filmé ça d'ailleurs. Pareil, on met la deuxième. Alors vous voyez la clé là comme elle est mise. Si vous devez monter ce genre de groupe, de la marquer le tout en fait, c'est pas évident à mettre la clé, sincèrement. Faut bien forcer. Voilà, on recadre un petit peu. Faut bien forcer. Bon, ça se fait, mais c'est une partie chiante quoi. Je sais pas, faudrait qu'ils fassent un autre système. Je sais pas s'il y a une question de brevet ou quoi, qu'ils n'ont pas le droit de la mettre exactement au même endroit que Shimano ou SRAM, enfin, j'en sais rien. Le fait est que c'est pas super facile à faire. Regardez la force qu'il faut que je mette pour... ah oui, non, là je l'ai juste. Vous allez voir, je sais pas si je l'ai laissé. La force qu'il faut que je mette pour enlever la clé. Ouais, vous l'avez vu. Et encore là, celle de gauche, vu que c'est un monoplateau, il n'y a pas de changement de vitesse à gauche. Ça va encore, mais avec la petite gâchette que vous avez à l'intérieur, hein, au niveau du pouce sur le levier droit, c'est encore plus chiant parce que le caoutchouc remonte pas aussi loin. Voilà, on réajuste. Alors
Alors vous inquiétez pas, la tige de sel est pas dans le bon sens, mais parce que j'ai pas fait gaffe au moment où je l'ai mis sur le pied d'atelier, on corrige ça après. Ouais, si vous voulez pas vous faire chier, vous dévissez, vous tournez le palais qui y a sur le haut, vous mettez votre sel, et ensuite vous tournez le palais dans le bon sens. Au passage, au niveau de la peinture, je me suis éclaté, je trouve. Je pense que c'est le plus beau vélo que j'ai peint. Les miens y compris. Pas parce qu'il y a écrit Giant, mais parce que je sais pas, les couleurs, les petits effets là, avec le liseré doré, etc. Vraiment, je suis assez fier de moi pour le coup. Alors c'est pas sorcier, hein, je suis pas peintre professionnel, mais voilà, j'arrive à faire quand même des choses assez propres et voilà. Juste, je voulais vous dire, j'en suis content quoi. Ouais, il a une bonne gueule. Voilà, c'est pas ces roues que je vais mettre. Hein. Ces roues, c'est celles que vous voyez dans tous les autres montages de Ravel. Il y a eu un changement en fait. Ce cadre n'était pas destiné au même client à la base. Au final, il y a eu un switch et donc voilà, les roues que vous voyez sont parties sur un autre Gravel et celles qui seront au final, ce sera sur le Giant, les Mavic Cosmic. Par rapport au frein patin, on m'avait demandé d'ailleurs pourquoi je mettais pas de frein patin sur mes Gravel. Alors vous le voyez ici sur la fourche, elle accepte les deux en fait, celle-ci. Mais le cadre à l'arrière, vous regardez la patte à gauche là, il n'y a pas d'emplacement pour les étriers de frein à disque. Donc l'arrière, on est sur du patin obligatoire. Et puis je trouve que j'ai répondu à un commentaire là sur une vidéo. Je trouve que c'est vraiment plus, ça a tellement plus d'avantages les freins patins. Enfin en mode V-break, hein, je parle. Même si sur route j'ai aussi des freins patins. Mais hop, le petit, j'ai failli me manger le cadre. Ça a tellement d'avantages, c'est moins cher déjà, vraiment. C'est plus léger. Ça freine bien, quoi qu'on en dise, ça freine bien, sincèrement. Il n'y a pas de souci, j'ai fait des voyages bien chargés de pas plus d'une semaine, entre 5 jours et une semaine, avec en totale autonomie. J'avais tout, hein, la tente, le duvet, la bouffe, les fringues, la popote, etc. Donc voilà, j'étais chargé, je pèse 77-78 kg. Donc il y avait du poids sur le vélo. J'ai jamais eu aucun problème de freinage et je peux vous dire qu'en descente, je suis pas le plus frileux. Hein. Mais voilà, ça freine, il n'y a pas de souci quoi. On veut il faut qu'il y ait de la nouveauté en fait. Et depuis 2016, 17, 18, la nouveauté, on avait commencé à foutre du carbone partout. Bon, ok. Les gens ont compris maintenant qu'il faut du carbone partout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau ? On va passer frein à disque partout quoi. Comme ça, les gens seront obligés de changer de vélo parce que leur cadre n'accepte pas le frein à disque. Mais sincèrement, les freins à disque, c'est overkill. Vous n'avez pas besoin de frein à disque. Pour ce type de vélo là, je parle. Donc voilà pourquoi je mets des freins à patins. Après, si vous voulez des freins à disque, je vous mets des freins à disque. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste que ça coûte un peu plus cher en pièces détachées et c'est plus chiant à monter, donc ça coûte aussi un peu plus cher à l'entretien ou au montage. Mais bon, après vous faites comme vous voulez, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je réponds juste à pourquoi moi, quand je choisis mes composants, je fais comme ça. Donc voilà, on passe au câblage. Le câblage, c'est le moment que j'aime bien parce qu'on sent qu'on touche au but. On va commencer à faire le réglage après le câblage, donc voilà, c'est un petit moment sympa. Ce que je fais généralement, c'est que je garde un câble ou une gaine longue. Je simule la course de la gaine que je veux couper. Je tiens avec mes doigts jusqu'à l'endroit où il faut couper. Je vais chercher ma gaine, je coupe à la bonne longueur et hop. Voilà, j'enfile le câble et derrière. Donc ça c'est quoi, c'est frein avant j'imagine. Yes. Donc là pour les freins, vu que c'est du V-break et que le tirage, c'est-à-dire la quantité de câbles qu'il faut tirer pour avoir assez de force pour freiner, avec les cocottes il est différent de celui des V-break. Il est plus court sur les cocottes route. Et donc voilà, il vous faut ce petit outil. Alors c'est Light Pro qui fait ça.
C'est pas sorcier, mais c'est un peu un poil délicat à mettre. Alors déjà, vous voyez la vis grise. Quand vous le recevez, il y a deux emplacements pour le mettre. Vous changez l'emplacement, celui qui est le plus à l'intérieur. Là, je cadre très mal. Je sais pas si on va le voir. Je pense que je me rends compte à un moment, je remonte déjà je pousse mon bras. Et je remonte le petit escargot là. Mais bref, vous passez dans le trou le plus à l'intérieur. Vous rentrez dans l'espèce de petit disque là, il y a un petit trou dedans, vous passez le câble dedans, vous remontez, et là vous passez sur la tranche du disque. Et donc vous ressortez, voilà, vous le voyez. Je passe à l'intérieur là. Voilà, c'est le moment un poil compliqué parce qu'il faut bien que le câble soit dans l'axe du trou. Et vu qu'il est tout petit le trou, on a vite fait de perdre l'axe et de devoir forcer. Alors qu'il ne faut pas forcer. Hein. Voilà, on reprend notre embout de câble. On repasse par le haut, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, j'espère. Mais c'est logique après, vous pouvez pas vous tromper. Hein. On arrive derrière et on repasse par devant. Enfin, par devant sur le dessous. On tire bien tout ça pour que ça se mette bien en place. Et enfin voilà. Donc ça remplace le coude que vous avez habituellement sur les V-breaks. Et ça permet de convertir le tirage route en tirage V-break. Ou plutôt l'inverse, le tirage V-break en tirage route. Ce moment est un peu chiant. Il faut réussir à rentrer ce qui remplace le coude dans l'emplacement prévu sur l'étrier de frein. Si vous n'y arrivez pas, faites ce que vous pouvez à la main. C'est pas très grave si vous rentrez pas de suite. Hop, la caméra qui s'est baissée. Vous installez votre câble. Et puis avec la cocotte, vous freinez fort plusieurs fois. Il y a un moment, ça va rentrer. Et si vraiment, vraiment, vraiment c'est chaud, vous limez un tout petit peu les bords de la poulie là. Un tout petit peu, il manque 2 dixièmes de millimètre pour que ça rentre tranquille. Donc voilà, c'est pas. Mais ça se fait, vous inquiétez pas. On aligne les patins. Ouais, vous enlevez le ressort, c'est plus simple. Vous avez juste à plaquer votre patin. Non, je me rends pas compte que je me passe devant la caméra. Voilà, avec mon doigt, mon index gauche, je guide le patin pour lui donner l'inclinaison que je veux. Avec la clé, je pousse, voilà. Et je viens serrer tout en maintenant le patin pour pas qu'il tourne. Quand on a fait ça, normalement, voilà, vous vérifiez que ça tape bien au bon endroit. Et vous n'avez plus qu'à remettre le ressort derrière le petit ergot qui permet de le bloquer. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Plus qu'à insérer le câble. Ce que je fais généralement, c'est que je plaque le patin à l'opposé du câble que je serre, à l'opposé de la vis pour le câble, et j'enlève 1 ou 2 mm
je laisse un espace d'1 ou 2 mm plutôt entre la roue et le patin qui est proche de moi. Et après j'appuie fort plusieurs fois sur la cocotte de frein. Voilà, vous voyez, il n'y a qu'un patin qui bouge. Donc dans ce cas-là, il faut jouer avec les vis de tension. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pris la clé? Non, je le ferai après, d'accord, ok. Donc voilà, on fait la même chose à l'arrière. Voilà, donc vous ajustez la tension des patins, si j'arrive à cadrer, avec la petite vis de tension. Plus vous vissez, plus ça tire vers le côté que vous vissez. Donc vous voyez, il en manque encore de la tension sur la droite, donc on continue à visser. Voilà, là j'en ai mis un peu trop du coup. Donc on dévisse un tout petit peu. Encore un peu. Et etc. jusqu'à avoir un parallélisme parfait. Voilà, on est bien. On peut ensuite attacher nos câbles au cintre.
Et enfin, la guidoline. Vous avez, alors vous pouvez revoir comment je fais, mais vous avez des milliards de tutos sur internet, Instagram, etc. sur comment mettre correctement une guidoline. C'est simple, sincèrement, c'est très simple. Faut juste pas avoir peur de dérouler si on a mal fait, pour réenrouler, etc. N'hésitez pas à bien tirer dessus, ça va pas se casser, à moins que vous ayez vraiment acheté un truc tout pourri, quoi. Et si vous avez une guidoline qui est à peu près de bonne qualité, hein, vous pouvez y aller.
Voilà, et donc après la pause de Guidoline, on va monter sur le vélo et voir ce qu'il y a dans le ventre. Et c'est un peu sans surprise que je trouve ce vélo vraiment cool. Bah, pourquoi? Parce que je connais déjà les trois quarts des composants. Il est un poil trop grand pour moi. D'ailleurs, entre ce que vous voyez là et le moment où je le remets au client, j'ai changé la potence, j'en ai mis une un peu plus longue, qui correspondait plus à sa taille. Mais, mais voilà, il roule tout seul ce vélo, réellement. J'exagère pas. Alors, le seul défaut là que je trouve, c'est pas les pneus qu'il y aura au final. Au final, ce seront des Shaoyang Harrison en 37. Là, j'avais testé les Schwalbe G1 Speed. Je vous les déconseille. Ils ont des micro crampons, là, des mini crampons. Et en fait, au lieu d'avoir les bons côtés du pneu cramponné, mais pas trop, il n'a que les mauvais côtés, quoi. Ils sont pas très bons sur les chemins et ils sont pas très bons sur la route, quoi. Et voilà, c'est la première fois là que je prends des pneus où je suis déçu. Voilà, les G1 de Schwalbe là, je vous les conseille pas. Par contre, les Harrison Shaoyang, c'est pas parce que c'est chinois et que je suis un fanboy de tout ce qui est chinois, rien à voir. Hein. Moi, je fais au prix, au rapport qualité-prix. Ils sont top, franchement, ils sont top. Avec des chambres RTP, des TPU Ride Now, ils sont géniaux, quoi. Après, le vélo là, dans cette configuration en 650B avec les roues Passac et ses pneus, il est certes un poil moins cher, mais il reste très correct, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais voilà, il y a mieux, je pense.
Je crois, ouais, je vais aller. Il y a un bord de Garonne là. J'habite juste à côté. On va le tester. Ouais, c'est un peu plus loin là. Juste voilà pour que vous vous rendiez compte que ça se fait. C'est un vrai gravel quoi. Donc vous voyez, bah, il roule tout seul ce vélo. Après moi je suis pas un fan de gravel du tout. Ouais non c'est pas mon truc. Alors les gens en veulent donc j'en fais, mais dans ma pratique du vélo c'est pas un truc qui m'amuse le gravel. Je préfère vraiment un bon VTT pour aller sur des chemins comme ça. Ou alors reprendre un vélo de route et aller sur la route. Voilà, un petit coup de danseuse, alors l'accélère pas comme un bourrin non plus parce que voilà, il y a la route il est juste ici, j'ai pas trop le temps d'accélérer. Puis bon voilà, je teste les vitesses. Hein. Là je crois qu'on a un vrai gravel du commerce que je vais doubler, je suis pas certain. Ou c'est un vélo de route plutôt, non? Oui non, c'est un vélo de route. Mais voilà, enfin, il roule très bien ce vélo. Et il est parti à 700 €. Pour vous donner un ordre de prix. 700 € dans le commerce. Et j'ai pas donné le poids, mais il mesure. Il pèse 10 kg 3. Ouais, quelque chose comme ça, 10 kg 3 je crois. Allez comparer dans le commerce que vous trouvez à 10 kg 3 ou 700 €. Et donc voilà. Je vous laisse sur ces belles images d'une route de village. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera l'explication du montage de la conversion en vélo électrique d'un VTC tout classique avec peinture, etc. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.